Sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. L'influence est devenue un levier incontournable pour les annonceurs. Au-delà des promesses sur le retour sur investissement, l'influence marketing permet d'incarner et d'humaniser les marques à travers des personnalités des réseaux sociaux. C'est pourquoi, dans ce podcast, je reçois des marques emblématiques, des hommes et des femmes qui ont su utiliser l'influence. Ils et elles nous racontent l'envers du décor. Le but est de vous aider à établir les bases solides de votre stratégie d'influence. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Myriam Ouni, social media manager à la base. J'ai découvert l'influence en 2013 avec l'avènement des blogueuses mamans à qui je faisais appel pour tester les produits. Aujourd'hui, j'accompagne les fondateurs et les fondatrices à poser les bases d'une stratégie d'influence créative et authentique. Retrouvez toutes les infos sur influencecorner.fr. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule dédiée à la food. Dans cette série de podcasts, je vous invite à plonger dans les coulisses marketing des marques que vous avez sans doute déjà consommées. Comment sont pensées les stratégies marketing et quelle place détient l'influence dans cette communication ? Je vous invite à vous plonger pour découvrir des personnalités enrichissantes, des idées créatives et des solutions innovantes pour répondre aux problématiques du secteur agroalimentaire. Et on commence aujourd'hui avec Mathilde Malaval, RP et Influence Manager pour Philips. Après une riche expérience dans le luxe, c'est vers les biens domestiques que Mathilde décide de s'orienter. Dans cet épisode, Mathilde revient sur le lancement de la machine Baristina, une machine à expresso semi-automatique pour les amateurs de bon café, pour qui elle a fait appel à Seb comme ambassadeur. Les éléments clés pour réussir un événement presse et influence et le Fake Out of Home de la Baristina qui a eu lieu sur la place de la République à Paris. N'oubliez pas de noter et laisser votre avis sur Apple Podcast et Spotify. Cela me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Salut Mathilde. Salut Myriam. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer sur Influence Corner dans cette capsule d'épisode dédiée à la food. Tu es représentante de la marque Philips pour la partie PR et influence. Exactement. Mais avant de rentrer dans le détail de la stratégie de Philips et notamment sur la campagne Baristina, j'aurais aimé d'abord revenir sur ton parcours, ton histoire, d'où tu viens et un peu aussi tes expériences professionnelles qui t'ont amené aujourd'hui chez Philips. Oui, carrément. Tout d'abord, merci de m'avoir invitée. Je vais aller assez rapidement concernant mes études parce que j'ai fait un parcours assez classique quand on fait des études de communication. J'ai fait un BTS. J'ai enchaîné sur une licence pro à la Sorbonne que j'ai fait en alternance chez L'Oréal Luxe pour la marque Giorgio Armani en tant qu'assistante internationale. Ensuite, j'ai fait un Master 1, Master 2 dans une école, on va dire, assez classique de commerce que j'ai aussi fait en alternance. J'ai poursuivi en alternance chez L'Oréal Luxe, mais en étant sur une plus petite marque parce que c'était les designer brands. Toujours dans la communication. Puis, pour ma dernière année d'études, j'ai fait une troisième alternance que j'ai fait cette fois-ci chez LVMH. Toujours dans le secteur du luxe, mais assez différenciant parce que j'ai été chez Veuve Clicquot, donc le secteur du vin et spiritueux, pour aller découvrir autre chose, un autre groupe, d'autres valeurs, une autre façon de travailler, ce qui était hyper intéressant. Et à la fin de mes études, j'ai tout de suite enchaîné chez Nina Ricci en tant que chef de projet junior international pour tout ce qui est PR influence aussi. Donc super intéressant. Un autre groupe encore à mon actif puisque j'étais chez Puig, un petit groupe espagnol qui est principalement dans la beauté et qui se veut vraiment one brand. Donc j'apprenais à travailler à la fois sur le parfum mais tout en le liant à la mode, ce qui était assez nouveau et assez précurseur à ce moment-là. J'ai ensuite poursuivi sur un CDI chez Paco Rabanne, toujours en chef de projet international PR Influence. Le même groupe, juste une autre marque, avec un plus gros budget parce que c'est une des marques les plus importantes du groupe, avec de nouveaux challenges, de nouveaux objectifs. Mais au cours de cette expérience-là, on est venu me proposer un poste chez Philips et j'arrivais, on va dire, un petit peu à terme au niveau de tout ce qui est beauté, PR influence, parce que malgré le fait qu'on change de marque, qu'on change un petit peu d'objectif, les codes sont un peu les mêmes. Là, il y a beaucoup de guidelines parce que quand on est dans le luxe, il faut respecter l'image de la marque et il faut la faire évoluer, mais on est quand même vachement cadré. Et une fois arrivée chez Paco Rabanne, je me suis rendu compte que finalement, j'avais beau changer de marque, j'apprenais pas grand-chose. Je travaillais d'une autre façon, avec d'autres valeurs, d'autres équipes, mais j'avais besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs et comment je peux dupliquer ce que j'ai appris dans le milieu du luxe et de la beauté dans un autre secteur. Est-ce que c'est possible ?
comment on va réussir, et aussi avoir ce challenge de démarrer sur une page totalement blanche dans un secteur qui est pas du tout codé, qui démarre vraiment petit à petit l'influence, mais finalement qui est encore en phase de test and learn. C'est super intéressant ce que tu dis, notamment sur cette expérience dans le luxe. C'est plusieurs expériences dans le luxe. J'avais une question par rapport à ce que ça a pu t'apporter. Qu'est-ce que tu as développé en termes de qualité et ce que tu as pu aussi mettre à profit dans ta personnalité dans ce domaine du luxe, étant donné que voilà, c'est quand même beaucoup de gens sont attirés par le luxe. Ouais. C'est vraiment des produits désirables, que ce soit en tant que consommateur ou même en tant que, je pense, employé. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet sur les qualités que tu as pu développer et surtout que tu as pu aussi mettre à profit? Oui, c'est vrai que c'est très désirable. Il y a peu de place pour beaucoup de personnes et une fois qu'on y est, on est extrêmement content et je pense que la plupart des gens sont épanouis là-dedans. Moi, j'ai été très heureuse de commencer vraiment toutes mes expériences dans le luxe parce que pour moi, c'est une des meilleures écoles en PR influence et aujourd'hui, en étant sur un poste de manager PR influence mais dans un autre secteur, je me rends compte que j'ai acquis énormément de choses finalement en très peu d'années. Et pour moi, les valeurs principales et les qualités principales que j'ai acquises là-bas, c'est la rigueur, parce que le détail compte et vraiment on est regardant sur absolument tout. L'agilité, parce que ça reste un milieu où il faut réagir assez vite, faut faire face à de l'imprévu, notamment sur les événements. Quand on fait du PR influence, on a beau essayer de tout cadrer, malheureusement, il y a des fois où ça ne fonctionne pas. Il va falloir être agile et ne pas rester attaché à un micro-détail. Il faut avancer, il faut aller de l'avant. Et ensuite, je dirais aussi être très attaché à l'image qu'on renvoie de la marque. Parce que quand on est dans le luxe, on te le répète tout le temps, tu représentes la marque. Et c'est hyper important parce que dans ton comportement vis-à-vis des influenceurs, vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des agences que tu rencontres, tu incarnes la marque. Donc t'es un ambassadeur, on va dire, un petit peu corporate. Et c'est hyper important parce que je trouve actuellement que ce sont des valeurs qui peuvent se perdre et qu'il y a des comportements qui sont un petit peu moins bon en entreprise et finalement j'arrive vraiment à amener ça et à tirer ça et j'essaye aussi de l'apprendre par exemple aux alternants que je rencontre et de leur dire soyez vigilants, soyez toujours respectueux. Moi je suis quelqu'un qui est ultra solidaire, c'est-à-dire que dans mon équipe même si c'est hors de mes compétences mais qu'on me demande de l'aide et que je peux l'apporter, j'essaye de le faire et chez L'Oréal notamment c'est une valeur qui est ultra fondamentale, c'est d'aller s'aider les uns les autres et de trouver des solutions ensemble plutôt que de dire t'es en communication, je suis en marketing, ça me regarde pas. Ouais, solidarité donc à fond. À fond, à fond, à fond. Et comment t'as vécu aussi ce switch avec ton poste actuel? C'est un tout autre secteur, c'est des codes très différents. Après la food c'est beaucoup plus mainstream on va dire, c'est tout le monde mange, tout le monde est attiré par ce secteur-là. Comment tu l'as vécu ce switch? En toute transparence, j'étais hyper excitée de le vivre et de passer sur un autre secteur. Alors, je fais de la food, mais il y a aussi du café parce que c'est vraiment petit électroménager au global. Mais finalement, quand j'étais dans le milieu du luxe, je vendais quand même des parfums, donc ce qui est un produit quotidien. Ça reste du luxe, ça reste un côté très désirable. On a des ambassadeurs qui sont énormes et admirés de beaucoup de personnes. Mais finalement, aujourd'hui, ce que je vends, ça reste quand même des produits du quotidien. On en a tous besoin, mais on s'en rend pas forcément compte. Donc je me rassurais un petit peu comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait aussi cet a priori, parce que les gens me le disaient, si tu quittes le luxe, tu n'arriveras jamais à revenir, et en fait, finalement, tu vas faire une croix dessus et tu vas te catégoriser dans les petits électroménagers. Et il y a quand même cette peur de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais réussir à aller là où je veux? Est-ce que je vais évoluer aussi dans ce secteur-là, réussir à apporter ce que j'ai envie d'apporter aussi à la marque Philips? Et je pense que des fois, il faut juste suivre son instinct et s'écouter et faire confiance aussi à la vie. Parce que pour moi, il y a pas de hasard. Et aujourd'hui, je suis persuadée qu'il faut arrêter de se catégoriser. C'est pas parce qu'on a évolué dans le luxe qu'on va rester dans le luxe. C'est pas parce que je suis partie dans le petit électroménager que je vais rester dans le petit électroménager. Je pense que de chaque expérience, on apprend énormément de choses et qu'il faut juste évoluer avec et grandir avec et l'accepter. Ouais. En fait, tu valorises vraiment l'instant présent et aussi l'instinct pour prendre tes décisions finales. C'est ça. Parce que finalement, quand j'étais chez Paco Rabanne, je me posais la question de savoir est-ce que j'étais à la bonne place, est-ce que j'étais épanouie dans ce travail-là, est-ce que j'apprenais énormément de choses. Ça m'est tombé dessus, Philips, et je me suis dit, finalement, est-ce que c'est un hasard? Je ne pense pas. Donc, je saisis l'opportunité et j'y vais à fond. Trop bien. Bon, super transition pour justement parler de ton rôle aujourd'hui chez Philips. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ton rôle? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Et aussi, quelles sont tes missions au quotidien? Mon titre exact, c'est PR Influence Manager pour la France. C'est un peu
très global, mais finalement, quand on rentre dans le détail, il y a vachement plus de choses à faire. Je m'occupe du PR, donc des relations presse, de l'influence, aussi du social media et aussi du brand content. Donc c'est vraiment une communication 360. Je suis rattachée au directeur communication du sud de l'Europe, donc pas que France. Ouais. Et au niveau de l'équipe com, je suis seule et j'ai une alternante. Donc c'est beaucoup de travail, mais hyper enrichissant parce qu'on voit de tout. Mon quotidien, il est vraiment en agilité perpétuelle entre les missions qui concernent les journalistes, les missions qui concernent le social, les shootings pour faire le brand content, mais aussi les relations avec les influenceurs et les activations qu'on a avec eux. Donc c'est vraiment un 360 et c'est essayer d'organiser sa journée autour de tout ça, sachant que aujourd'hui, l'influence et le social media me prennent beaucoup plus de temps que le PR et le brand content. Le brand content, ça reste assez ponctuel puisque finalement, c'est des shoots que j'organise. Là, pour donner une idée, depuis décembre 2023 jusqu'à maintenant, j'ai fait une 20aine de shoots. Mais du coup, je sais exactement quand est-ce que c'est organisé. Donc, voilà, je vais pas dire que ça prend la majeure partie de mon temps, mais c'est des choses qui sont géniales à voir. Et pour mon alternante, justement, je trouve que c'est super parce que on a toutes les casquettes et finalement on est maître de tout. On a carte blanche parce qu'on n'a pas de guidelines du global. Les marques concurrentielles font aussi des choses, mais les testent et en fait on se rend compte que les uns les autres ont fait des tests totalement différents. Et finalement, si on se trompe, c'est pas grave parce qu'on peut réessayer autre chose derrière. Donc il y a pas aussi cette pression de se dire si ça me fonctionne pas, bah finalement il va falloir que je parte ailleurs. On essaye, si ça fonctionne pas, on s'adapte, on va voir autre chose, autrement, pour s'adresser aux bonnes personnes sur les bonnes plateformes. Ouais, c'est vachement intéressant cette vision d'avoir ces 4 piliers qui sont super importants. C'est pas tout le monde qui a cette vision 360 et j'imagine que ça peut t'apporter énormément d'insights de pouvoir aller de bout en bout sur tous les volets et de construire finalement ton message au global et après l'adapter en fonction du levier que tu utilises. Oui, exactement. Ça permet d'avoir tous les insights et comme j'ai cette casquette qui est assez large, je suis en communication avec tous les chefs de produits, donc que ce soit sur le café, sur le kitchen, sur garment care, donc tout ce qui est soin du linge, soin du sol, climate care aussi, donc tout ce qui est soin de l'air. Et j'ai des insights venant de leur part aussi pour moi comprendre quels sont les trends, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est prévu sur notre marché, parce que bien évidemment en France on ne lance pas de la même façon qu'en Espagne, qu'en Grèce, qu'aux États-Unis ou peu importe quel marché, et que du coup vraiment on s'adapte à nos consommateurs en France. Et le fait d'être aussi présent sur l'Europe, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te permet de toujours adapter le message? Comment tu t'arrives à faire la part des choses? Alors moi je l'adapte vraiment pour la France. Je ne gère que ce marché-là, ce qui est déjà bien. Et du coup on a vraiment des études par pays en Europe. Et moi, une fois que j'ai lu cette étude, je comprends ce qui est dans les tendances en France, ce qui va venir, ce qui va éclore, ce qui pareil va moins fonctionner. Mais après, encore une fois, ce ne sont que des études et quand on fait du social, quand on fait de l'influence, il faut essayer de parler de la bonne façon parce que ce sont des produits qui sont sur le papier pas hyper sexy. Ça reste du petit électroménager, donc comment l'amener de la meilleure façon pour les consommateurs. Encore une fois, une super transition. Tu as parlé de la marque. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail Philips, même si c'est une marque assez connue de nom, mais peut-être les produits que toi dont tu as la charge et justement plus précisément sur le secteur de la food, étant donné la capsule sur ces épisodes. Oui, bien sûr. Philips, c'est une marque qui existe depuis longtemps, qui est connue de tous. Qui existe depuis 1891, qui a été connue grâce aux ampoules. Aujourd'hui, la marque s'est beaucoup diversifiée. Moi, je m'occupe uniquement du petit électroménager, donc je vais m'occuper en ce moment de la grande tendance qui sont les air fryers. Il y a aussi tout ce qui est blender, grille-pain, machine à café, donc les machines automatiques, semi-automatiques, les Senseo, leur barista. Je vais m'occuper également de tout ce qui va être aspirateur robot, défroisseur, centrale à vapeur, purificateur d'air. Donc c'est vraiment une gamme ultra large, mais c'est vrai que parmi ces produits-là, on voit qu'il y en a qui ressortent vachement sur les réseaux sociaux et dont il est beaucoup plus facile de parler que d'autres parce que les gens sont à la recherche de ce genre de contenu. Ils ont aussi besoin d'être éduqués sur la façon de cuisiner, par exemple, avec l'air fryer, puisque dans l'idée globale des gens, dans la pensée des gens, c'est uniquement une friteuse sans huile. On l'a instaurée comme telle,
toutes les marques l'ont un petit peu présenté comme tel aux consommateurs, à la presse, c'est resté, alors que finalement, c'est un produit avec lequel on peut absolument tout faire. Oui. Et du coup, maintenant, c'est à nous, en tant que marque, de montrer et de dire, c'est pas une friteuse sans huile, finalement. Tout le monde en parle comme ça, mais vous pouvez absolument tout cuisiner avec. Et c'est ça qui est génial, et créer plein de contenu là-dessus. Et on voit que les gens sont hyper alertes sur ce qui se passe là-dessus. Et dans cette vision 360 que tu as, quelle est finalement la stratégie d'influence, la stratégie de communication que tu mets en place justement pour faire cette pédagogie autour de ces produits? Alors moi, je suis encore une nouvelle, on va dire, chez Philips. Je suis arrivée en juin 2023, donc ça ne fait même pas un an que je suis sur ce poste. Mais le constat, c'est que on a besoin d'instaurer une histoire. Philips, c'est une marque qui existe du coup depuis des centaines d'années, que tout le monde connaît, mais finalement, quand on va dans un magasin spécialisé, on pense pas forcément acheter du Philips. Il n'y a pas un attachement de marque hyper présent, et aujourd'hui, je pense qu'on doit travailler là-dessus, et c'est fondamental, c'est de se dire, la marque, elle a un vrai historique. Elle est connue de tous, mais il faut qu'on travaille parce que c'est ce qui nous manque. Il faut qu'on parle vraiment à nos consommateurs, il faut qu'on crée des contenus locaux, puisqu'aujourd'hui, on utilisait beaucoup les contenus développés par le global, mais qui finalement convenaient pas forcément aux Français. Aujourd'hui, on a besoin de raconter une histoire. Donc moi, mon objectif ici, c'est pour ça que j'ai fait autant de shooting depuis décembre dernier, c'est d'aller choisir des bons talents, des créateurs de contenu et autres, parce que je n'ai pas travaillé uniquement qu'avec des créateurs de contenu, j'ai travaillé avec des chefs, j'ai travaillé avec des sportifs. Voilà, on élargit vraiment le plus parce que tout le monde, au cours de sa vie, aura besoin de petits électroménagers, que ce soit un étudiant, que ce soit une jeune famille, quelqu'un qui emménage seul, des parents, une famille, des personnes plus âgées. On en a tous besoin et c'est dans notre quotidien, c'est inscrit, c'est juste qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte. Et mon but, c'est de dire, peu importe à quel niveau vous êtes de votre vie, sur votre chemin, peu importe où vous en êtes, on peut vous accompagner et on peut répondre à tous vos besoins. Et l'histoire de Philips, c'est ça. C'est vraiment ça, l'histoire du quotidien finalement, les produits qu'on utilise et comment on intègre ça dans le quotidien de ces personnes-là. Exactement. Avant de commencer chez Philips, j'ai jamais fait attention à quelle marque d'électroménager j'avais chez moi. Et en commençant, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses Philips sans le savoir. Ouais. Parce que c'est un automatisme. On se lève, on fait son café, on peut réchauffer son lait dans le micro-ondes, on utilise un four, on utilise un grille-pain, mais on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vraiment des objets du quotidien. Et est-ce que ça, c'est parce que les produits ont des noms comme par exemple la machine Senseo, etc., qui font pas directement référence à Philips et donc on le sait pas en tant que consommateur? Je pense que c'est plutôt que aujourd'hui, quand on va acheter dans un magasin un produit, à part par exemple Nespresso, où voilà, on sait que c'est du Nespresso, les gens regardent par rapport au prix, par rapport aux performances, et ils ont moins cette idée en tête de se dire je veux acheter absolument la machine Philips ou je veux acheter absolument la machine Moulinex ou ce genre de choses. Il y a des attachements à certaines marques, par exemple Moulinex, ça existe depuis des années aussi, des centaines d'années. Nos grands-parents l'avaient, nos parents l'ont, et c'est des produits qui perdurent. Donc c'est des produits auxquels on fait pas du tout attention au quotidien, mais finalement qu'on a chez nous. Et est-ce que le fait aussi qu'il y ait pas mal de conversations sur les réseaux sociaux autour du quotidien, que ce soit pour le café, que ce soit pour le voyage, enfin peu importe les sujets qu'on peut aborder sur les réseaux sociaux, et c'est ça aussi qui fait un peu le côté universel de l'usage des réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu racontes aussi sur les réseaux sociaux? Comment tu arrives à justement amener cette nouvelle histoire et d'intégrer, de répondre finalement à ton objectif de faire connaître la marque? Tout passe par le choix des talents avec lesquels je travaille, parce que le but, c'est pas d'illustrer un seul type de persona. C'est vraiment d'aller parler à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai choisi autant des jeunes vraiment dans le tout début de la vingtaine qui vivaient seuls dans Paris dans un tout petit appartement, mais de leur montrer voilà, au quotidien, nos produits sont adaptés aussi pour des plus petits espaces, pour des plus petits budgets, pour ce que vous voulez en faire aussi, parce que tout le monde n'a pas envie de cuisiner, tout le monde n'a pas envie de boire de café. Autant je peux choisir une famille et du coup montrer au quotidien comment la famille va utiliser ces produits-là, choisir quelqu'un qui est seul, des personnes plus âgées, et c'est vraiment en montrant les différents quotidiens qu'on peut avoir, parce qu'on a tous des vies totalement différentes et on n'a pas un chemin de vie universel. On peut vous accompagner. Et chaque produit Philips peut convenir à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie sur le moment. Et le but, c'est de pouvoir vous accompagner au plus jeune âge jusqu'à la fin et de se dire, on va évoluer ensemble. Parce que finalement, moi, à 20 ans, par exemple, j'appréciais pas forcément le café. Et aujourd'hui, je vieillis un peu plus malheureusement. Et j'apprécie de plus en plus le café. Et je sais que le matin,
réellement, c'est un moment dans lequel je me mets dans ma bulle et j'ai besoin de faire couler un bon café. Et ça, c'est aussi une chose intéressante parce que j'ai l'impression que tu veux de plus en plus aller vers cette nouvelle cible, enfin en tout cas une cible plus jeune pour intégrer ces moments justement du quotidien. Est-ce que c'est bien ça finalement ? Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, les marques de petits électroménagers s'adressent à une cible qui est la cible qu'on a tous dans l'imaginaire, c'est-à-dire des personnes un peu plus matures, des familles. Et finalement, on en revient au même point, c'est que dans notre quotidien, on se sert tous de produits de petits électroménagers. Et je trouve ça dommage qu'on passe à côté de certaines cibles qui sont quand même des consommateurs. Alors, il y a des budgets différents, il y a des besoins différents encore une fois, mais on s'adapte et finalement, on représente pas assez les cibles jeunes. Alors que après, pendant le Covid, il y a eu un boom des utilisations d'appareils de petits électroménagers. Les gens se sont mis à cuisiner, donc il y a eu un vrai besoin de se retrouver à la maison et de se sentir bien à la maison, ce qui a beaucoup profité justement à toutes les marques, je pense, qui s'occupent de la maison après. Et je pense que cette génération a un peu plus le souci de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils mettent chez soi. Moi personnellement, et j'en parle souvent avec les équipes Philips, je préfère investir tout de suite un peu plus dans un produit de qualité, VS passer par un premier stade où je me dis c'est un prix d'appel, mais finalement dans 2 ans je sais que j'aimerais avoir mieux en termes de qualité et je vais racheter derrière. Je pense qu'il y a une consommation aussi un peu plus responsable et on peut du coup vraiment s'adresser à cette cible-là. Parce qu'on a aussi chez Philips une gamme ultra large qui peut répondre à tout le monde. Mais il faut surtout pas oublier pour moi cette audience. Et c'est pour ça que, encore une fois, au niveau des talents qu'on sélectionne, il y a vraiment de tout en termes d'âge, en termes de situation, en termes de localisation. On parle pas qu'aux gens qui sont sur Paris, on parle aux gens qui sont vraiment partout dans la France. Et c'est vraiment important pour nous de pouvoir parler à tout le monde et d'exclure personne. D'autant plus que quand on va sur des produits un peu plus haut de gamme, ou en tout cas qui sont pas d'entrée de gamme, ça permet de faire de meilleures marges. Et je pense que c'est aussi ça qui séduit les marques qui le font. Et je pense que c'est un peu ça aussi ta stratégie. Aussi. Et après, encore une fois, c'est pour montrer que dans un cas, par exemple, un étudiant qui quitte sa famille, qui habite en province, qui vient sur Paris pour faire ses études, il peut s'acheter le premier air fryer qui va être à 80 € chez Philips. Parce que pour lui, ça lui suffit. VS, peut-être quelqu'un qui a 27 ans, 28 ans, qui est en couple, qui veut bien manger, qui veut faire des grandes quantités parce qu'il reçoit des amis ou tout simplement parce qu'il a une famille. Il y a des air fryers avec une plus grosse quantité à l'intérieur, une plus grosse contenance, mais qui va lui convenir à lui. Et finalement, la qualité, il y aura des technologies plus avancées forcément sur les prix un peu plus hauts, mais on veut vraiment pouvoir s'adresser à tout le monde et que vraiment tout le monde puisse avoir accès aux produits de petits électroménagers puisque c'est finalement ça qui fait aussi qu'on peut se sentir bien chez soi et qu'on n'a pas besoin d'être dehors en permanence. Et en parlant de petits électroménagers, je t'avais contacté parce que j'avais vu la campagne que vous avez menée pour Baristina, notamment le grand événement que vous avez organisé à Paris. Je voulais revenir un peu sur la genèse de ce projet-là, comment tu l'as pensé, qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Ouais, si tu pouvais nous raconter aussi peut-être déjà le point de départ pour que tout le monde ait les éléments en tête et après nous raconter un peu comment s'est passé cet événement. La Baristina a été un très gros lancement chez Philips, c'est un nouveau produit. Donc voilà, vraiment nouveau challenge, faut installer la marque entre guillemets Baristina par Philips, créer l'histoire autour, réussir à représenter les valeurs de la machine, à communiquer de la bonne façon, à la bonne cible parce que la cible reste aussi assez large. Et finalement, c'est un produit qui se situe entre 2 catégories. C'est pas une machine à capsule, mais c'est pas non plus une machine full automatique. C'est plus une semi-automatique. C'est une catégorie qui est pas encore ultra connue aujourd'hui en France, mais ça a été développé car on s'est rendu compte que aujourd'hui en France, il y a beaucoup de Français qui boivent des expressos et non pas des lattés, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais qu'à la maison, on n'a pas envie de s'embêter entre les cafés à grains, la machine à moudre, c'est compliqué. Alors il y a beaucoup de traînes autour de ça qui donnent très envie. On n'est pas tous baristas. Mais on n'est pas tous baristas, c'est compliqué, ça prend du temps aussi, on n'a pas tous forcément le temps. Mais c'est de pouvoir aussi dire, on peut mettre de côté les capsules sans aller forcément vers une full automatique qui va coûter beaucoup plus cher et qui va prendre beaucoup de place. Du coup, on sort la Baristina qui te permet d'avoir un café digne d'un barista en 60 secondes au simple geste de swiper. Donc tout l'enjeu était là-dessus et du coup il faut séduire une nouvelle cible, il faut pouvoir aussi expliquer la machine de la bonne façon. On avait le global qui nous a donné les idées principales et qui nous a dit voilà on lance ce projet-là, vous êtes le marché pilote La France, donc on a été
premier marché au monde à le lancer. Pas de pression. Aucune pression, tout allait très bien. Premier marché en France à le lancer et vous devez développer votre plan PR, influence, marketing, tout en 360. C'est parti. Donc moi, j'ai commencé à briefer l'agence avec laquelle je travaille d'habitude en influence. Une agence PR, j'ai fait un appel d'offres pour pouvoir avoir des idées un peu plus originales, pouvoir toucher des journalistes un peu différents de ce qu'on touche actuellement, parce que pour moi, c'est une machine qui est, en plus d'être efficace et design, de mon point de vue. Après, je suis peut-être pas objective parce que je travaille chez Philips. Mais du coup, c'est vraiment représenter cette nouvelle cible, adapter les idées du global, mais en local, en France, et pouvoir adapter le message et l'incarner. Donc, on a développé plusieurs campagnes d'influence avec beaucoup d'idées différentes. Le but étant de pouvoir, sur chaque campagne influence, parler et axer sur quelque chose de différent, parce que là aussi et toute la complexité, c'est qu'avec, par exemple, de la foule automatique, on parle quand même du café, mais différemment. Il fallait que j'arrive à en parler avec Baristina d'une autre façon et de montrer autre chose que les perpétuelles machines à café de Nespresso, du Senseo, tout ça. Donc, c'est pas simple de pouvoir se distinguer parmi toutes les machines à café. On a beaucoup fait de benchmark, on s'est rendu compte que De'Longhi avait Brad Pitt, que Nespresso avait Georges Clooney, Camille Cotin, Jean Dujardin. On y a pensé, choisir un acteur et pouvoir un peu se placer au même niveau que nos concurrents. Et finalement, on s'est dit, il faut qu'on fasse un pas de côté et qu'on arrive à instaurer quelque chose dans le café qui est encore jamais vu. On va pas aller sur des couleurs assez sobres, sur des matières brutes, sur justement un acteur qui va incarner des valeurs qui n'auraient pas correspondu finalement à la machine Baristina. On a cherché et finalement on s'est dit, aujourd'hui c'est un produit qui est authentique. Philippe se veut authentique dans la globalité de sa communication. Seb Lafrite, c'est un créateur de contenu à part entière qui est vachement engagé, qui a des propos ultra intéressants, qui fait des contenus un peu décalés et pas purement commerciaux par rapport à d'autres, qui a vraiment quelque chose à raconter, qui a un point de vue, ne serait-ce que sur la DA qui est ultra intéressante. On a eu des discussions avec lui qui étaient super et on l'a vraiment travaillé main dans la main pour que ça lui convienne à lui comme à nous en tant que marque. Et on s'est dit, il est hyper simple d'accès, il parle facilement à tout le monde, il est hyper smart, hyper rapide. Il a un capital sympathie aussi. Il a un capital sympathie qui est incroyable. Un acteur comme Georges Clooney ou autre. Exactement. Il est là depuis des années en tant que youtubeur. Donc, finalement, ça pourrait fonctionner. Et en faisant plusieurs appels avec lui, on s'est rendu compte que ça fonctionnait vraiment, qu'on allait vraiment être dans la co-création de contenu parce qu'il réfléchit avec nous à nos objectifs, à l'image qu'on veut transmettre aussi. Donc il y a eu les posts sur Instagram et sur nos réseaux sociaux TikTok, YouTube et autres de la campagne qu'on a faite avec lui. Les gens ont été, je pense, très surpris d'une de voir Seb en tant qu'ambassadeur chez Philips, mais aussi d'avoir ce genre de contenu-là pour une machine à café. On a réussi à percer, si je puis dire, et aller toucher une cible jeune qui n'était pas forcément de base attirée par le café, mais qui, en prenant le capital sympathie de Seb, la qualité du contenu, la modernité et en même temps le design de la machine et la simplicité qu'on montre à travers les contenus, quand on lit les commentaires, les gens sont ultra intéressés par ça. Et finalement, en faisant l'événement qui a eu lieu à Paris, donc c'était un événement de lancement qui était en deux parties, une première partie pour les journalistes, donc un côté un peu plus institutionnel où on montre vraiment l'innovation, la technologie. Donc là, j'ai un peu laissé ma place à la chef de produit qui connaît beaucoup mieux son produit que moi. Et une deuxième partie avec les influenceurs. Le but étant pour moi de créer une expérience parce que créer un événement pour créer un événement, pour moi, n'a pas de sens. Et je veux vraiment raconter une histoire et que les gens passent du bon moment avec Philips parce que c'est aussi nos valeurs. On est là aussi pour vous faire passer un bon moment et vous faire aimer la marque et vous faire découvrir finalement la marque que on connaît de nom, mais on connaît pas forcément les valeurs. Et donc, c'était ultra important pour moi de faire ce lancement à Paris. On a eu notre ambassadeur Seb qui était avec nous. Et on avait différentes expériences tout au long de l'event. On a eu, par exemple, une collaboration avec Maxi Coffee qui a fait le profil café de chaque créateur de contenu, parce que c'est la même chose. On consomme tous du café, on le consomme, mais on sait pas ce qu'on aime réellement quand c'est du café en grain. Quand c'est en capsule, c'est beaucoup plus simple. On prend du doux, de l'intense, du moyen, des saveurs caramel, vanille, etc.
Quand c'est du grain, finalement, on sait pas trop comment acheter et comment consommer. Et donc là, le but, c'est de leur faire montrer qu'il y a différents types de grains, différents types de goûts à travers les grains, et savoir quel est le profil café, ce qu'on aime. Donc ça a intéressé énormément de monde. On a fait venir des médias qui étaient, je pense, assez inattendus ou inhabituels pour ce genre de secteur, qui était Camino TV, donc un angle un peu plus street, beaucoup plus jeune, beaucoup plus Gen Z. On a fait venir une artiste qui est Clémence Gouy, qui a peint en live durant tout l'event à même la Baristina pour qu'on puisse la faire gagner à nos consommateurs aussi, qui est une pièce unique et qui était très belle et que j'aurais voulu gagner moi aussi, mais ce n'était pas possible et qui a beaucoup plu. Et ensuite, on a fait de la personnalisation de mugs pour que chacun puisse repartir un petit peu avec sa tasse Baristina, mais qui est vraiment personnalisée et propre à chacun. Et enfin, on avait un showcase d'une artiste parce que ça nous tenait à cœur aussi de faire passer un bon moment à tout le monde et qu'on aime bien mettre en lumière des jeunes artistes qui étaient Vicky R. Et en fait, ça a créé vraiment une ambiance comme si on était dans une très grande maison, qu'on avait invité tous nos potes. Et en fait, on s'est tous très bien entendus et les influenceurs sont restés limite du début à la fin. Ce qui est quand même assez rare aujourd'hui, c'est qu'en influence, quand un créateur de contenu est invité, il passe, mais il repart assez vite. Il fait ses petites stories et il s'en va. Et là, on a réussi à captiver les gens, à leur transmettre le message, à leur faire découvrir la machine, mais d'une façon plus intéressante à travers des expériences. Et les retours ont été ultra positifs. Ça a été hyper intense. Pas mal de questionnements parce qu'on se demande si on fait les bons choix. Est-ce que on présente la machine de la bonne façon, que ce soit aux journalistes, que ce soit aux créateurs de contenu. Est-ce que ce choix de médias était le bon? Et tout s'est très bien passé. Les retours étaient bons. On a eu des bons commentaires partout. Les journalistes étaient impressionnés de la simplicité de la machine, de la facilité. Du côté hyper rapide et en même temps hyper compact parce que normalement ça prend quand même pas mal de place chez soi. Et pareil, les créateurs de contenu finalement s'intéressent de plus en plus à ce qui concerne la maison. Et quand je leur ai présenté même le côté personnalisable de la machine, on peut soit choisir sa base, soit blanche, soit noire et la couleur de porte-filtre. Ils étaient hyper optimistes et voulaient pour la plupart avoir la machine. Donc on se dit que le pari est réussi et qu'on arrive aussi à faire passer des bons moments et à entrer dans les codes social, qu'on arrive à captiver les gens. Et moi, j'ai eu des personnes avec qui je suis pas forcément en contact, mais on est venu me voir pour me dire, voilà, j'ai vu que t'étais sur Philips, t'as travaillé sur Baristina, le lancement était hyper beau, félicitations pour une machine à café, c'est inattendu. Et on se demande si le pari quand même n'était pas réussi, d'avoir réussi à mêler ça, à avoir un univers complètement décalé sur le café avec ce produit-là. Ouais, et surtout, comme tu dis, sur une génération qui boit pas forcément du café noir, qui n'a pas cette sensibilité à boire du café en grains et qui peut aussi trouver ça très compliqué, etc. Non, je trouve ça super intéressant d'avoir surtout aller à l'encontre de tout ce qu'on dit un peu dans l'influence, c'est-à-dire choisir une figure comme Seb Lafrite où on l'a pratiquement jamais vu dans ses contenus boire du café ou en tout cas utiliser une machine à café, de se dire finalement on va faire confiance à cet ambassadeur-là et j'aurais bien aimé savoir en fait quel type de contenu vous avez co-créé, est-ce que c'était en amont, est-ce que c'était pendant l'événement, comment vous avez vraiment capitalisé sur cette co-création finalement avec Seb. Déjà Seb, faut savoir que c'est un grand buveur de café mais qu'il ne le dit pas, qu'il ne le montre pas forcément. Mais pareil, moi ça me tenait à cœur d'avoir un ambassadeur qui est très authentique et du coup qui consomme vraiment du café. J'ai pas envie d'avoir un ambassadeur pour avoir un ambassadeur, mais que finalement derrière il se désintéresse totalement du projet, du lancement, de ce qu'on attend. Et quand je parle de co-création, c'est qu'on a eu vraiment des longues discussions sur le concept de contenu qu'on va avoir avec lui. Pour présenter la machine, on voulait faire du teasing, on voulait son contenu à lui ne passe que sur les réseaux sociaux, ce n'est que du digital. Mais comment on va réussir à craquer un contenu qui va être beau, qui va être moderne, qui va bien montrer la machine, qui va mettre Seb en avant, mais qui va pas paraître trop commercial ou trop ressemblante aux autres. Et du coup, avec Seb, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi avec l'agence de prod, nous en tant que marque, Seb en tant qu'ambassadeur et notre agence influence, pour qu'on arrive un petit peu à trouver des idées, à se mettre d'accord et finalement à tous s'aligner et à se dire ça va fonctionner. Et Seb est très regardant là-dessus et il avait des inputs qui étaient ultra intéressants et on s'adaptait vraiment. C'était un réel échange et c'était pas uniquement une proposition qu'on pose sur la table, tu signes, tu viens le jour du tournage, tu poses et tu repars. C'était un échange et je trouve que ça reste quand même assez rare aujourd'hui
d'avoir ce genre d'ambassadeur-là. Ouais, et finalement, tu crées une relation et derrière, ça peut aboutir à plein d'autres choses, j'imagine. Exactement. Et c'est tout ce que je veux dans mes relations avec les créateurs de contenu, c'est créer une vraie relation sur le long terme pour pouvoir travailler encore mieux derrière. Et j'aimerais revenir aussi peut-être sur l'événement que vous avez co-construit. Donc, il y a plusieurs ateliers, il y avait plusieurs activités qu'on pouvait réaliser sur place. Pour toi, quels sont les facteurs clés de succès d'un événement, étant donné que tu disais tout à l'heure que finalement aujourd'hui, c'est bien de faire des événements, mais si on crée pas de réelle expérience, les influenceurs, les créateurs passent et finalement ne restent pas. Pour toi, en fait, quels sont les facteurs clés de succès d'un événement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer, pour pouvoir créer aussi des belles choses avec eux, parce que c'est ça un peu aussi l'objectif, c'est de pouvoir peut-être avoir un premier contact et de nouer des nouvelles relations. Oui, sachant qu'aujourd'hui les attentes d'un événement sont plus compliquées qu'avant. Avant on attendait uniquement des stories ou quelques contenus et maintenant on va aller plus loin en termes d'événements. Après, il y a différents types d'événements. Il y a une soirée de lancement comme on a fait, ou des expériences influence. On part sur plusieurs jours en France ou ailleurs, où là, c'est plus simple de convaincre chacun de venir, forcément. Mais sur une soirée de lancement, c'est plus difficile. Mais pour moi, encore une fois, tout passe par le chemin qu'on va créer lors de l'événement, ce qu'on va raconter, la façon dont on va le raconter, et ça passe à travers les expériences. Les inviter à venir découvrir la machine en la posant sur une stèle ne va pas fonctionner. Ou à la rigueur, ils vont venir faire une story, ils vont tout de suite partir. Là, il y avait un cheminement, il y avait une réflexion de se dire, il faut leur présenter la machine de façon assez décalée, parce que c'est le ton qu'on a finalement sur toute la campagne. Il faut qu'on leur propose différentes expériences en fonction de ce qu'ils aiment, qu'ils puissent rester, et que finalement, en se croisant les uns les autres, ils se parlent, ça crée des liens, on passe du bon temps ensemble, on reste parce qu'on est comme à la maison finalement avec Philips, et que c'est ultra cool. Et du coup, on arrivait... Le lieu était sur 2 étages, on arrivait, il y avait en bas des stèles avec les différentes machines de différentes couleurs, donc ça permet de découvrir tout de suite le produit. Moi, j'expliquais rapidement, mais à un moment, il y a tellement de monde que voilà, on dit bonjour à tout le monde, on explique rapidement. Il fallait monter à l'étage et en fait, il y avait un chemin circulaire qui se faisait hyper naturellement, où on commençait par Maxi Coffee, on découvrait son profil café. On dégustait le café finalement qui correspondait à nos goûts et on utilisait la machine soi-même pour pouvoir se le faire couler, donc ça permet que les créateurs de contenu utilisent eux-mêmes la machine et la découvrent et voient d'eux-mêmes à quel point c'est simple. Ensuite, on passait par un vidéo booth avec des néons, parce que c'est très coloré Baristina pour ceux qui l'ont vu, et créer des contenus vidéo hyper cool, ultra sympas qui peuvent réutiliser ou non à leur guise. Il n'y avait aucune obligation. On continuait le chemin en allant voir Clémence Gouy qui peignait à même la machine. Ensuite, on avait un petit stop où il y avait les contenus qu'on avait créés, donc que ce soit avec Seb, que ce soit les contenus de la campagne créée par le Global, ou que ce soit des contenus que nous on a créés. Par exemple, on a fait un FOOH de la Baristina sur la place de la République en 3D, ce qui avait été jamais fait encore en petit électroménager. Et on finissait par la personnalisation de mugs. Et finalement, en redescendant, on arrivait au showcase de Vicky hier, on mangeait ensemble, on buvait ensemble et on échangeait. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où on force pas les gens, on raconte une histoire à travers différentes activités, on leur propose plusieurs choses, ils veulent rester, ils restent, ils veulent partir, ils partent. Mais l'ambiance était tellement bonne et les choses se sont faites tellement naturellement qu'on a pu échanger avec tout le monde, qu'on a regroupé finalement des créateurs de contenu de tout horizon, autant de la food que des familles, que des Seb, des Camino TV. Donc vraiment, on a eu de tout et ça a hyper bien matché et tout le monde s'est entendu et on a fini par danser. Il y avait un DJ, donc c'était assez fou de réussir à captiver autant les créateurs de contenu. C'était combien de créateurs, enfin d'invités le soir côté influence? Alors uniquement les influenceurs sans les +2, etc. C'était 110. 110, ouais. Ce qui est énorme. Énorme. Et pendant cette soirée, il y a quelqu'un qui travaille chez L'Oréal qui est passé et qui est venu me demander combien d'influenceurs j'avais rémunéré pour venir à cette soirée. Et je n'en avais qu'un. Et du coup, elle me disait que c'était, même elle en tant que marque L'Oréal, elle n'arrivait pas à faire venir autant de monde aussi longtemps sur une soirée, sans rémunérer. Et quand quelqu'un qui travaille pour une si grosse marque te dit ça, tu dis qu'on arrive à créer quand même quelque chose d'important et qu'on arrive finalement à retourner ce qui se passe en petit électroménager en influence. Ouais. Est-ce que sur le moment, tu savais que c'était un bel événement ou tu l'as réalisé plus tard? Non.
Non, tout le long de l'événement, toute la journée. Donc la première partie, j'avais les agences RP. Deuxième partie de journée, les agences influence. Et j'avais mon agence événementielle avec moi qui me disait, mais tu te rends compte, ça se passe super bien, c'est génial. Et je lui dis non, mais on ne sait pas. Ouais. Finalement, on n'en sait rien. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, j'étais dans le doute, je ne savais pas. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, je me suis dit, ok, c'est passé, le gros lancement, on va dire le plus gros du lancement est terminé, puisqu'après, c'était les campagnes influence qui démarraient, et que j'ai vu les premiers résultats, je me suis dit, ah, bon, on a quand même réussi à créer quelque chose, les gens ont apprécié, mais c'est surtout, les chiffres étaient bons, parce qu'en effet, 110 influenceurs, on a eu une 40aine de journalistes, donc c'était génial. Mais ce qui m'importe, c'est vraiment le retour des personnes. Et de savoir ce qu'ils ont pensé de l'événement, puisque c'est aussi à travers ça que tu vas évoluer et retravailler la chose. Et les retours qu'on a eu des influenceurs par l'agence avec qui on travaille étaient tous positifs. Et les retours des journalistes étaient tous positifs. On n'a pas eu un seul retour négatif, et pourtant, j'ai bien demandé à mes agences d'être très transparents, parce que c'est pour moi la meilleure chose à faire. La transparence, je n'ai pas eu de retour négatif. Donc, challenge réussi. J'arrive pas encore à me le dire, mais on va dire que c'était un très beau lancement. Ouais. J'aimerais revenir avec toi sur le Fake Out of Home que vous avez fait justement sur Place de la République. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est exactement et comment ça s'est fait? Oui, alors le Fake Out of Home, c'est une image, on va dire, en 3D. Jacques Mus l'utilise énormément avec les sacs, avec ses boutiques, les citrons qui coulent et qui roulent dans les rues de Paris. Donc c'est vraiment représenté en 3D sur un environnement réel, un produit. Donc nous, on a choisi Place de la République et de représenter en 3D la machine Baristina. On s'est dit que aujourd'hui, les marques de petits électroménagers ne faisaient pas trop de pas de côté dans leur communication. Nous, on est vraiment hyper alignés avec le directeur marketing en lien, et de se dire, il faut absolument qu'on aille vers la modernité et qu'on montre que on n'est pas chiant. On n'est pas sexy sur le papier, mais finalement, on peut faire des trucs vraiment cool. Et du coup, on s'est dit, ce serait quand même top de pouvoir instaurer la petite Baristina sur la place de la République, que tout le monde puisse voir que c'est du petit électroménager, mais que c'est une belle machine, et que c'est hyper design, et que ça rend hyper bien. Et finalement, c'est vrai que ce contenu-là a eu beaucoup de succès. On a eu des millions et des millions de vues. Il y a eu pas mal d'agences qui nous ont contactés. Au final, comme on a été marché pilote, beaucoup d'autres pays, de Philips, veulent réutiliser ce contenu-là parce qu'ils se rendent compte que ça fonctionne. Et c'était génial de faire ce test-là. Et c'est ça qui est aussi top dans le fait de démarrer une nouvelle histoire dans un nouveau secteur, c'est qu'il n'y a pas de code. Donc on essaye. Et si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais si ça fonctionne, c'est génial. Et là, c'est le cas. Ouais, mais ce qui est bien avec le Fake Out of Home, c'est le côté un peu inattendu, innovant aussi. C'est pas encore beaucoup utilisé. Il y a certaines marques, elles sont un peu frileuses. Soit elles y pensent pas, ou soit elles ont pas forcément. Enfin, c'est pas dans leur cahier des charges. Donc, je trouve que le faire sur un petit électroménager, ça casse un peu le côté. Voilà, que le luxe. Exactement. Ou que c'est beaucoup le luxe qu'il utilise, la beauté énormément, ou alors on en voit beaucoup, mais Arc de Triomphe. Et on s'est dit, nous, il faut qu'on rende la chose accessible et que ça colle finalement avec tout toutes les valeurs qu'on incarne avec Baristina. Et finalement, l'Arc de Triomphe, c'est pas ce qu'on veut communiquer non plus. On veut voir autre chose de Paris. Donc, Place de la République. Ouais, et surtout que Place de la République, ça a ce côté un peu modeste, enfin dans le sens où proche, enfin tout le monde passe pratiquement par la Place de la République, c'est central et c'est le consommateur, le client de base, quoi. Et tu as toutes les personnes présentes à République. Tu ne t'adresses pas qu'à une seule cible. On voit tout le monde à Place de la République. Donc c'est ça aussi qu'on voulait. Ouais. Super intéressant. J'aimerais qu'on finisse peut-être sur une note un peu plus large de l'influence, étant donné que, voilà, vu ton expérience et ce que tu as pu faire durant toute cette année chez Philips, selon toi, c'est quoi le futur de l'influence ? Pour moi, le futur de l'influence, et on y est de plus en plus, et ça va, je pense, vraiment perdurer, ça va être l'authenticité et la transparence. Moi, je travaille beaucoup comme ça, que ce soit avec mes agences ou que ce soit avec les créateurs de contenu. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'apprécie pas le produit, qui l'utilisera pas. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Je veux vraiment des ambassadeurs. Je veux des gens qui sont convaincus du produit, parce que sinon, ça va se ressentir dans leur contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, leurs audiences sont vraiment alertes sur ça.
Et si c'est quelque chose de trop commercial, si on travaille avec beaucoup trop de marques sur le même secteur, par exemple, je vais travailler pour la marque L'Oréal et le lendemain je vais travailler pour Dior et le lendemain je vais travailler pour Chanel, l'audience elle comprend qu'il est payé à chaque fois et que finalement qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce que tu utilises vraiment au quotidien. Alors que s'il y a cette transparence et cette authenticité là, je trouve ça génial. Je sais qu'il y a une influenceuse qui avait dit une fois, qui avait essayé un produit en story et qui avait dit mais en fait je l'aime pas, il est pas bien donc je vous le recommande pas. Mais c'était un produit sur 15 d'une marque. Et ça, je trouve ça génial parce que finalement, c'est ce qu'on attend aussi d'eux. C'est d'être hyper transparent et hyper honnête avec leur audience. Et ensuite, moi, je crois beaucoup à micro-influence. La micro-influence, pour moi, est très importante parce que ceux qui ont justement une plus petite communauté sont vraiment transparents et très proches et très liés de leur communauté. Et ils ont un discours totalement différent que les très gros influenceurs, que les macros. Et aujourd'hui, il faut pas les oublier non plus. Et je pense que ça fait partie d'une stratégie d'influence et communication ultra importante. Il faut qu'on ait des macros, bien évidemment. Il faut qu'on ait des middle, mais il faut qu'on ait des micros aussi. Il faut vraiment qu'on parle à tout le monde d'une façon différente parce que chacun va incarner la marque à leur façon parce qu'ils vont s'adapter aussi à leur DA global. Mais il faut pas les oublier. Et c'est quoi un micro pour toi? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu ses c'est vrai que tout le monde a un peu ses tranches. Je sais qu'il y a des nanos, il y a des micros. Pour moi, un micro, ça va plus être entre 5 et 15 000. Et là, je me dis, son audience, elle le suit à fond. Elle le croit. Ils communiquent ensemble parce qu'il a plus de facilité aussi à répondre. Et il va avoir un discours tellement plus naturel et tellement plus spontané avec eux que s'il met en avant une marque, parce qu'il en mettra pas en avant, je pense, 50, parce qu'il restera fidèle à ce qu'il pense, les gens vont vraiment y croire. Et je suis convaincue de ça. Et dernier point, je pense qu'en tant que marque, l'avenir, c'est de vraiment respecter la créativité du créateur de contenu. Pour moi, il faut switcher influence avec créateur de contenu et il faut du coup respecter ça. Il y a des marques qui veulent vraiment imposer leurs pattes, et ce qui est normal, aux créateurs de contenu. Mais il faut aussi que le créateur de contenu, quand il le crée, ce contenu-là, il l'aille correctement dans son feed. Mais si ça va pas dans son feed parce que ça respecte uniquement le côté marque, on perd tout ce pourquoi on l'a choisi lui finalement. Et je trouve qu'il y en a qui perdent ça, alors qu'à la base, quand on choisit un créateur de contenu, c'est pour ce qu'il fait. Mais du coup, faut vraiment qu'il y ait une balance entre la marque, le créateur de contenu, et que ça crée ce contenu qui est parfait entre un parfait équilibre entre ce que souhaite la marque et ce que fait le créateur. Et selon toi, c'est quoi les critères que tu mets plus en avant quand tu veux choisir un créateur de contenu avec qui tu as envie de travailler? Alors, je pense que ça dépend des objectifs de la campagne, ça dépend du budget aussi, bien évidemment, parce qu'il faut le prendre en compte. Moi, mon maître mot, c'est vraiment l'authenticité et la transparence. J'aime beaucoup d'ailleurs échanger avec les créateurs de contenu quand je peux, les rencontrer pour aussi pouvoir créer un lien avec eux, mais savoir ce qu'ils aiment vraiment. Quand mon agence influence me dit voilà, il boit pas de café, mais il veut bien faire la campagne, non, ça sert à rien. Si tu bois pas de café, je vais pas te forcer à boire du café juste pour le contenu. Je préfère avoir quelqu'un qui me dit j'adore le café, c'est génial. Par contre, j'aime pas trop cette machine, je préfère celle-ci. Ok, pas de problème, on va switcher, on va faire ce que tu aimes. Moi, pour moi, c'est un réel échange et un réel travail parce que on peut l'oublier des fois, mais l'influence c'est de l'humain aussi. Bah oui, c'est 100% ça, j'ai l'impression. Enfin, ce n'est que du relationnel et de l'humain, et les gens ont tendance juste à croire que c'est un ordinateur à qui on donne un budget et on leur dit fais tel contenu, et ça va être fait. Non, il y a un humain derrière, il y a un échange, et pour moi c'est ultra important. Ouais, et avec tous les aléas que ça peut avoir, d'humain à humain, voilà, si on n'a pas posté parce que il était malade, ou s'il y a eu des aléas qui font que ça n'a pas été comme prévu, bah il faut aussi prendre en compte tous ces aspects-là. Exactement, d'où l'agilité aussi qui est nécessaire pour travailler en RP influence. Bah écoute, ça va faire une super enchaînement entre ce qu'on s'était dit tout au début justement sur les qualités que tu privilégies et que tu as appris à travers le monde du luxe, et aujourd'hui que tu mets à profit dans ton poste chez Philips. Je te remercie énormément pour tout ce partage, c'était hyper instructif, et j'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette conversation. N'hésitez pas à rejoindre la conversation autour des épisodes sur Instagram et LinkedIn. Je vous mets les liens dans la barre de description d'épisode. À mercredi prochain.